Predator Badlands révèle de nouvelles créatures dans le canon de la saga, et le préquel, une nouvelle race meilleure que les Yoja. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Predator Badlands fait le choix audacieux de transformer les Yoja, habituellement antagonistes, en protagonistes principal. Dek, un jeune Yoja considéré comme le plus faible de son clan, jure de tuer une créature invincible pour gagner le respect de son père. Malheureusement, ce dernier souhaite éliminer le jeune guerrier afin de se débarrasser de ce qu'il perçoit comme une faiblesse au sein du clan. Le frère de Dek se sacrifie pour le sauver, l'envoyant sur Gema, une planète surnommée la planète de la mort, où il pourra chasser sa proie. Gema porte bien son nom. Dek se retrouve confronté à une multitude de créatures extraterrestres quelques instants seulement après son arrivée. Bien que le Yoja poursuive une cible unique et redoutable, son périple s'annonce périlleux, car même la végétation luxuriante et les plus minuscules insectes de Gema représentent des dangers inédits. Qu'il s'agisse de lianes cherchant à dévorer Dek ou de monstres tombant du ciel pour le croquer, le film propose une avalanche de nouvelles créatures extraterrestres. Mais alors que le film réunit aussi deux géants de la science-fiction à l'écran, son préquel a révélé quelque chose d'encore plus fascinant. Une nouvelle civilisation extraterrestre, extrêmement intelligente et capable de voyager dans l'espace. Et son armement surpasse de loin celui des Yoja. Lorsque Dek s'écrase à la surface de la planète, il est attaqué par des lianes mortelles. Ces lianes se camouflent parmi les arbres omniprésents dans la forêt. Pourtant, elles sont extrêmement agressives et tentent de s'agripper à Dek par tous les moyens. Il parvient à les repousser, mais cet arbre anodin illustre parfaitement comment n'importe quel élément de la planète peut potentiellement lui être fatal. Bien que les lianes ne s'étendent pas au-delà de la forêt, elles représentent une menace sournoise et fulgurante, capable de mettre hors de combat n'importe quel guerrier aguerri. On constate qu'elles peuvent être stoppées en les tranchant, voire avec des armes à feu, comme cela a été observé avec les androïdes Weyland-Yutani. Elles constituent donc une menace encore plus grande pour quiconque est désarmé, même si leur vitesse et leur nombre peuvent submerger des groupes entiers. Les Rock Biters sont des vers géants que l'on aperçoit suspendus aux falaises de Gema. Le réalisateur Dan Trachtenberg se serait inspiré du film L'Histoire sans fin pour leur donner ce nom, Rock Biters, étant un clin d'œil au film. Bien qu'il ne représente jamais une menace directe pour Dek durant son périple, ces vers énormes apparaissent dès le début, contribuant à instaurer l'atmosphère mystérieuse des créatures extraterrestres de Gema. On en aperçoit un dévorant un vautour, illustrant ainsi l'écosystème animal présenté et soulignant la nature carnivore et la taille gigantesque de la créature. Pourtant, on ne sait pas grand-chose d'autre à son sujet, et Dek n'en rencontre jamais un de près, laissant l'une des plus grandes créatures de Gema auréolée de mystère. Dek aperçoit les larves explosives dès le début de son voyage. Elles ressemblent d'abord à de simples vers verts posés sur une plante, mais lorsqu'il en ramasse une, elle grossit rapidement, son ventre se gonfle et devient orange. Inquiet, Dek la jette pour la voir exploser quelques instants plus tard. La larve devient une autre créature extraterrestre que Dek intègre à son arsenal, utilisant ses capacités explosives pour l'aider dans sa mission. Bien qu'il s'agisse d'un élément mineur et anodin de la planète extraterrestre, ces larves explosives soulignent à quel point chaque aspect de Gema peut être mortel, même chez ces plus petites créatures. Les vautours sont des reptiles carnivores volants, et ce sont les premiers animaux que Dek rencontre sur Gema. Alors que Dek fonce vers la surface de la planète à bord d'une capsule de sauvetage larguée de son vaisseau, un vautour le percute. Son envergure immense domine le vaisseau tandis qu'il attaque le Yoja en plein vol. Plus tard, il rencontre à nouveau des vautours lors de sa première rencontre avec Tia. Ces créatures intelligentes utilisent les plantes à pointe à leur avantage, les déclenchant pour étourdir Dek et le dévorer. Tia sauve Dek de cette rencontre potentiellement mortelle, mais son histoire en dit long sur la nature de ces vautours. Bien qu'étant également des chasseurs agressifs, ils ont une forme d'intelligence avancée. Tia a été recueillie après avoir eu les jambes sectionnées, le vautour la gardant longtemps après qu'elle ait été jugée impropre à la consommation. Limbre Enguis est une autre créature dont le nom provient des explications de Tia au début de leur périple. Son nom latin, qui signifie littéralement « sous une pluie de serpents », lui sied à merveille. Ressemblant à un croisement entre un serpent et une anguille, Limbre Enguis vit en grand nombre parmi les parois rocheuses visqueuses près de l'eau et se régale des petites friandises qu'on lui jette. Bien qu'elle puisse paraître menaçante aux premiers abords, elle se révèle très facile à dresser. La caractéristique la plus remarquable de Limbre Enguis est sa capacité à cracher des fluides distincts qui se combinent en une substance acide. Dek utilise cette capacité pour fabriquer son armement improvisé. Il dresse un Limbre Enguis en le récompensant avec de la nourriture, puis celui-ci remplace son arme d'épaule et crache de l'acide sur ses ennemis.
Le bison à bosse est un herbivore, un croisement entre un éléphant et un rhinocéros, doté d'un long museau qui se dissimule dans une carapace rigide et protectrice. Cette carapace repousse les herbes coupantes et se referme brusquement. Bien que dociles lorsqu'elles broutent, ces créatures imposantes sont très territoriales et représentent une menace mortelle si on les approche de trop près. Dek est contraint d'affronter un bison à bosse lors de son périple à travers Gemma et parvient à le vaincre après une poursuite. La créature joue également un rôle plus tard dans le film, servant à fabriquer des armes improvisées pour Dek. Il récupère des éléments comme les plantes à pointe rencontrées lors de sa première rencontre avec Tia pour s'en servir comme des sortes de grenades. Mais il confectionne aussi une armure avec la carapace du bison à bosse et un couteau avec ses dents. La punaise de lune est d'abord mentionnée par son nom, Tia avertissant Dek de sa possible présence. À première vue, la punaise de lune ne semble pas particulièrement menaçante, mais Dek découvre rapidement qu'il s'agit d'une autre menace, énorme et mortelle. C'est une créature terrifiante avec une gueule béante au centre de son corps en forme de globe et de longues tentacules lui permettant de se déplacer rapidement d'arbre en arbre pour attraper ses proies. Dek et Tia se retrouvent pris au piège dans une tentacule, leur vie ne tenant qu'à un fil tandis qu'ils sont lentement soulevés vers sa gueule, illustrant ainsi ses habitudes alimentaires sans distinction. Heureusement, ils ont récemment rencontré Bud qui les sauve in extremis, permettant à Dek d'abattre la bête. Peu après, la chair se transforme en un festin, s'avérant être une source de nourriture précieuse. La créature que Dek a juré de tuer dès la scène d'ouverture est l'un des prédateurs les plus grands et les plus terrifiants qui rôdent sur Gemma, survivant à toutes les menaces qui pèsent sur la planète. Même le père de Dek craint le Kalisk, car il est réputé invincible, ce qui est presque vrai. Le premier combat contre le Kalisk confirme rapidement sa réputation. Même après que Dek l'ait décapité, sa tête se rétracte et se régénère comme si de rien n'était. Ce sont également les capacités du Kalisk qui attirent les androïdes de Weyland Yutani sur la planète, désireux de capturer l'animal et d'étudier ses propriétés curatives à des fins lucratives. Bien qu'ils échouent finalement dans leur quête, l'androïde Tessa, antagoniste du film, prouve que le Kalisk peut être tué. La seule faiblesse révélée au public est son incapacité à se régénérer après la détonation d'un explosif cryogénique à l'intérieur de son corps. Dans le film, Bud devient le compagnon de Dek et de l'androïde Tia. Au départ, Bud est présenté comme une créature inconnue, même de Tia, malgré son immense base de données. Pourtant, il révèle rapidement des propriétés uniques, capables de se déplacer sans difficulté dans les herbes coupantes. Il semble parfaitement adapté aux forêts de la planète lorsqu'il intervient pour sauver Dek et Tia d'une punaise de lune. Les compagnons de voyage découvrent bientôt que Bud est en réalité un jeune Kalisk, ce qui explique en grande partie sa résistance. À travers Bud, le spectateur découvre également la nature et la structure familiale des Kalisk. À un moment donné, Bud crache au visage de Dek, et bien que ce geste puisse paraître insultant, Tia comprend que le Yodja est marqué comme membre du clan du jeune Kalisk. Cette action aidera Dek lors de son combat contre le Kalisk plus tard, et Bud sera même intégré à leur famille adoptive. Une nouvelle espèce extraterrestre est introduite dans le canon Predator avec la sortie de Predator Badlands numéro 1, un numéro spécial, préquel de Marvel Comics, se déroulant avant les événements du nouveau film. Tout en étoffant le passé de Dek et en soulignant la dimension tragique de son périple dans les Badlands, ce numéro confronte Dek et son frère Quay à un nouvel adversaire, les Kshorik. Les lecteurs découvrent les Kshorik directement, grâce à des enregistrements vidéo d'un groupe de ces créatures voyageant dans l'espace, jusqu'à ce qu'un événement critique les plonge en stase, dans l'attente de secours pour leur vaisseau accidenté. Dès le premier regard, ils constituent un élément inédit dans l'univers cinématographique. Bipèdes, quadrupèdes, capables d'élever des petits, mais aussi aptes au combat, les Kshorik sont parfaitement adaptés à la survie dans l'espace. Mais surtout, la scène d'introduction établit que les Kshorik sont plus humains que les Yodja, ou bien sûr les xénomorphes. Ils expriment des émotions comme les humains, mais qu'il s'agisse de leur conversation avec l'intelligence artificielle du vaisseau ou de leur jeu avec leur enfant durant leur voyage, les Kshorik offrent une image bien différente des extraterrestres dans l'univers brutal et sombre de Predator. Sachant que le réalisateur Dan Trachtenberg a été étroitement impliqué dans ce nouveau chapitre de la saga Predator, il est difficile de ne pas s'interroger sur les conséquences de l'existence des Kshorik. Surtout lorsque l'histoire débute par un saut de 10 000 ans dans le futur, alors que Dek infiltre leur vaisseau spatial abattu. Si l'IA qui garde le vaisseau connaît l'existence des Yodja, Dek ignore tout des Kshorik. Ce qui signifie également que Dek est totalement démuni face au type de combat dont l'IA est capable. Oubliez les épées, les lances ou même les armes laser Yodja, l'intelligence des Kshorik utilise des phéromones pour retourner la faune locale contre Dek, avant de construire et de transférer sa conscience dans un robot tueur de Yodja. Redoutable. Et ce, en quelques minutes tout au plus. Comme dans la plupart des combats de Predator contre un adversaire supérieur, des facteurs extérieurs faussent l'issue du combat permettant à Dek de vaincre le Kshorik qui se rend.
Mais des questions demeurent. Les Kshorik possédaient une technologie bien plus avancée que celle des Yoja il y a plus de 10 000 ans. Si cette civilisation a pu évoluer et se développer durant cette période, elle pourrait jouer un rôle majeur dans l'avenir de la saga. Toutefois, l'ignorance de Deck pourrait indiquer que cette race est isolée, voire éteinte. Si tel est le cas, les fans ont déjà constaté le potentiel de la technologie Kshorik après 10 000 ans d'inactivité. Si les humains, les Yoja ou même les xénomorphes venaient à croiser le chemin des Kshorik, les aventures qui en découleraient sont tout simplement inimaginables. Les Kshorik sont vraiment très intéressants, j'espère qu'on les verra prochainement soit dans un comics, soit bien sûr dans un film. Ce serait incroyable qu'on en rencontre un ou deux, pour comprendre que leur espèce peut-être a été éteinte. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais les voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.